Bien alors, comme je vous l'évoquais précédemment, hein, si les risques que j'ai évoqués donc avec vous sont d'origine naturelle, que ce soit les risques climatiques ou les risques lithosphériques, il est quand même important de noter, puisque nous sommes dans un chapitre qui met en relation les sociétés avec leurs environnements, que les activités humaines peuvent être responsables et sont même souvent responsables de la transformation en catastrophe du risque, ou de l'aggravation de la catastrophe. Je vous ai déjà dit que si une inondation avait lieu, par exemple, dans une vallée qui n'était pas habitée, évidemment, ce n'était pas, elle n'allait pas se transformer en catastrophe. Par contre, si les êtres humains se mettent à construire sur les berges d'un fleuve, par exemple, alors qu'on sait que c'est une zone inondable, eh bien, il y a forcément beaucoup plus de chances que le risque inondation se transforme en catastrophe, plus que des gens habitent dans une zone qui dorénavant risque d'être inondée. Et donc, il risque d'y avoir des dégâts matériels ou humains. Et ça, on a des exemples très fréquents dans l'actualité, hein. Je pense notamment aux inondations qui ont lieu régulièrement à l'automne dans le sud de la France, hein, notamment dans ce qu'on appelle les épisodes cévenols, donc des orages extrêmement violents. Eh bien, les conséquences de ces orages sont d'autant plus lourdes que, par exemple, les sols ont été bétonisés, c'est-à-dire que on a construit partout des routes, des parkings, on a enlevé de la terre, on a enlevé des haies, on a enlevé des buissons qui pouvaient absorber l'eau et on l'a remplacé par finalement du goudron, du béton et donc l'eau ne peut plus s'infiltrer, donc elle s'accumule dans certains endroits. Par exemple, les parkings souterrains, hein. Plusieurs fois, on a eu des exemples de gens qui sont morts noyés dans les parkings souterrains parce que l'eau s'engouffre dans les parkings souterrains et finit par stagner, ne trouve pas de sortie. Donc là, on voit bien que les activités humaines vont accroître les conséquences d'un aléa climatique qui est naturel, un orage qui provoque un risque qui est celui d'inondation. Et ces inondations sont d'autant plus fortes que les êtres humains ont transformé leur environnement. Je pense également malheureusement au malheureux bilan qu'il y a eu lors de la tempête Xynthia en 2010. On sait après enquête que de nombreuses victimes de ces inondations avaient fait construire leur maison dans une zone qui aurait dû rester inconstructible. Mais la municipalité, notamment de La Faute-sur-Mer, avait octroyé un certain nombre d'autorisations de construire dans des zones qui normalement ne devraient pas l'être. On retrouve encore une fois le même type d'abus lors des récentes inondations qu'il y a eu dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Donc, on voit bien que les activités humaines peuvent être responsables de la transformation en catastrophe ou de l'aggravation de la catastrophe. Plus globalement, et c'est pour ça que je vous ai mis aussi cette carte-là, à plus long terme, et on sait que le changement climatique risque d'être un facteur de diffusion des risques sanitaires et surtout d'accroître la fréquence et la force des aléas naturels et donc de leur transformation en risque, voire en catastrophe s'ils se produisent et qu'ils touchent les activités humaines et économiques. Et on voit bien sur cette carte que, en fonction de la hausse des températures généralisées, hein, estimée, alors c'était entre 1901 et 2018, donc là on est vraiment dans, au-delà de l'estimation, hein, dans des constats, on voit que les catastrophes climatiques sont de plus en plus mortelles, hein, notamment la surmortalité causée par les canicules, hein, que ce soit en Amérique du Nord et centrale, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Australie. On a de plus en plus de canicules, hein, vous le savez, et si vous vous souvenez, le brevet, par exemple, il y a 2 ans, avait été repoussé à cause d'une canicule. C'était une première, on n'avait jamais connu ça en France. On observe de plus en plus aussi des incendies qui sont de plus en plus forts, hein, tous les ans en Californie, hein. On se souvient l'année dernière des images des incendies en Californie qui avaient causé, pareil, la mort de plusieurs dizaines de victimes, notamment dans des villes où vivaient de nombreux retraités californiens qui n'avaient pas eu le temps d'être évacués. On se souvient des incendies en Australie gigantesques, avec les images pour nous sensibiliser des animaux australiens qui subissaient les conséquences de ces incendies. On se souvient également des nombreux incendies qui ont lieu régulièrement en France l'été, au Portugal, en Grèce, en Espagne, mais aussi les incendies dans la forêt de Russie.
Donc les incendies ont tendance forcément à se multiplier du fait qu'il fasse de plus en plus chaud et qu'on ait des épisodes de chaleur extrêmement longs. Et puis bah, la pollution atmosphérique également, donc qui est une conséquence des activités humaines, s'accroît du fait de- des activités humaines, donc je disais, et de la surconsommation des énergies fossiles. Donc là, vous voyez que la pollution atmosphérique va toucher surtout les pays en développement, hein, je pense à l'Inde, à la Chine, à l'Iran, à l'Égypte, au Nigeria, au Sénégal, parce que ce sont des pays qui n'ont pas forcément les mêmes normes environnementales que les nôtres. Et donc, on voit que ces crises vont avoir tendance à se renforcer, hein, notamment ben, la désertification dont je vous ai déjà parlé, avec notamment les pénuries d'eau et les risques d'insécurité alimentaire, la diminution des zones de pêche et la diffusion également des maladies tropicales qui, du fait du changement climatique, risquent de migrer des zones tropicales aux zones tempérées, comme on a pu le voir en France récemment avec des cas de chikungunya ou de paludisme. Alors, en grand B, on va s'intéresser maintenant à l'inégale vulnérabilité des sociétés face au risque. Donc, on verra que on va définir déjà ce qu'est la vulnérabilité et on va essayer de comprendre pourquoi les sociétés, bah, justement, ne sont pas égales face aux mêmes risques en fonction notamment de leur niveau de développement. Alors, qu'est-ce que c'est la vulnérabilité, hein? Je vous ai mis la définition avec ce schéma que vous aviez déjà vu. La vulnérabilité, c'est la fragilité, pardon, la sensibilité des sociétés face à un aléa. Donc on dit qu'une société est plus ou moins vulnérable face à un aléa, donc ici par exemple un séisme ou une rupture de barrage. Plus une société, par exemple, va être nombreuse, s'il y a de fortes densités, par exemple, au pied de ce barrage, eh bien on dira que cette société est très vulnérable d'un point de vue humain. Après, si une société, par exemple, a construit de nombreuses infrastructures, je ne sais pas moi, des stades, des routes, des salles de concert, des écoles, eh bien, on pourra parler également de vulnérabilité économique. Donc, la vulnérabilité, c'est le degré finalement de fragilité, hein, donc d'une société, mais c'est aussi sa capacité de résistance au risque. C'est-à-dire comment elle va se relever après ce risque. Et en fait, on le sait, on voit bien que face à un même aléa, eh bien, la vulnérabilité des sociétés va être très variable, notamment d'un point de vue humain et économique. Le bilan de la catastrophe sera très différent. Par exemple, si je prends le cas d'un séisme, eh bien, lorsqu'il y a eu un séisme en Haïti vers le 2010, il était de magnitude 7, donc une magnitude très élevée, et il a causé 200 000 morts, parce que c'est un territoire extrêmement vulnérable. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur cette photo, est extraite du site internet du journal 20 minutes, vous voyez le type d'habitat que l'on trouve fréquemment en Haïti. Donc, c'est un habitat très précaire, hein, fait souvent de matériaux de récupération, évidemment pas du tout avec les normes que l'on peut trouver notamment en France. Il n'y a évidemment aucune norme antisismique. Et donc, bah, quand vous avez un tremblement de terre extrêmement fort, eh bien, tout ceci s'effondre comme un château de cartes. Alors voilà ce que ça peut donner, hein, pour la petite histoire, hein, une image, je vous ai montré tout à l'heure une image d'Haïti, donc des constructions précaires. Et une fois que ces constructions précaires sont frappées par un séisme, comme en 2010, un séisme extrêmement puissant, donc de magnitude 7, voilà l'état des bâtiments. Donc vous imaginez le nombre de victimes dans un des pays les plus pauvres du monde. Alors pour la petite histoire, ce qui est assez drôle, c'est quand il y avait eu ce séisme en Haïti en 2010, eh bien, l'aide internationale s'était organisée pour envoyer du matériel, de l'alimentation, des médecins pour aider Haïti. Et le gouvernement roumain a cru bien faire, et donc il a envoyé des avions pour aider Haïti. Sauf que le gouvernement roumain avait confondu Haïti et Tahiti, donc Tahiti, l'île française de la Polynésie française, et donc les avions roumains se sont posés à Tahiti en disant oui, c'est ici qu'il y a eu un tremblement de terre, puis ils ont dû s'apercevoir qu'en fait ils s'étaient trompés.
Donc voilà, c'est pour vous dire que même au plus haut niveau, il peut y avoir des erreurs assez grotesques, simplement sur la prononciation d'un pays. Alors je vous disais donc que lorsque l'on compare la vulnérabilité de 2 pays, elle peut être très différente en fonction notamment de leur niveau de développement. Donc ce séisme de magnitude 7 en Haïti a causé la mort de 200 000 personnes, car c'est un territoire très vulnérable, un territoire extrêmement pauvre, où les bâtiments sont extrêmement précaires. Par contre, en 2013, il y avait eu un séisme en Chine dans la région du Sichuan, donc pareil, magnitude 7, mais par contre, seulement 200 personnes avaient été tuées. Donc ça peut être lié à effectivement aux conditions économiques, mais on verra qu'il y a différents facteurs qui peuvent expliquer la vulnérabilité d'un territoire. Alors, il faut distinguer hein, ce qu'on appelle la vulnérabilité humaine de la vulnérabilité économique. Donc la vulnérabilité humaine, ce sont les victimes humaines, et la vulnérabilité économique, ce sont les dégâts économiques, donc destruction d'usines, d'infrastructures, de bâtiments qu'il va falloir reconstruire et qui coûtent extrêmement cher. Donc les catastrophes, elles ont un impact humain et un impact économique. Et l'impact économique ne cesse d'augmenter, comme vous pouvez le voir sur le document ci-dessous, hein, le diagramme. On voit que le nombre de catastrophes naturelles recensées depuis 1980 a augmenté, hein, il a triplé, il est passé de 250 en 1980 à 730 en 2017, donc près de 3 fois plus. Par contre, regardez dans le même temps, le coût des catastrophes naturelles depuis 1980 en milliards de dollars. En 1980, on était à 33 milliards. En 2017, donc 37 ans plus tard, on est à 330 milliards de dollars, c'est-à-dire que le coût des catastrophes a été multiplié par 10, alors que le nombre de catastrophes a été multiplié par 3. Ce qui veut bien dire que c'est le coût des catastrophes qui augmente davantage que le nombre de catastrophes en proportionnalité. Alors, la vulnérabilité des sociétés, elle s'explique par plusieurs facteurs, facteurs que l'on peut étudier notamment à partir de ce tableau qui montre le bilan comparé des séismes au Japon et en Indonésie. Donc déjà, on s'intéresse à l'événement qui a touché ces deux pays. Donc on a l'exemple du Japon avec l'île d'Hokkaido et la ville d'Hokkaido en septembre 2018, et en Indonésie, l'île des Célèbes en septembre 2018. Donc le même mois, un événement similaire va toucher deux pays différents. Donc on a un séisme de magnitude 6,6 sur l'échelle de Richter qui touche le Japon, et un séisme légèrement plus fort, mais 7,4, donc pas loin d'être le même, qui touche l'Indonésie. Comparons le bilan humain déjà. On a 41 décès pour le Japon contre 2073 en Indonésie et 5000 disparus. Alors les disparus, c'est des gens qui ne sont pas officiellement morts, donc on n'a pas retrouvé leur corps, mais généralement, si au bout d'un mois, ils n'ont pas donné de nouvelles, on peut considérer qu'ils sont morts. On a 650 blessés au Japon, plus de 10 000 en Indonésie. On a 2700 relogés au Japon, plus, et plus de 80 000 déplacés en Indonésie avec leur maison détruite. Donc vous voyez déjà que le bilan est totalement différent d'un point de vue humain comme d'un point de vue économique. D'un point de vue humain, on a 50 fois plus de morts au minimum en Indonésie, et on a à peu près 18 fois plus de blessés en Indonésie. Regardez, comparons le nombre de relogés, on a pratiquement 30 fois plus de déplacés en Indonésie qu'au Japon. Ils sont déplacés en Indonésie parce que leurs maisons sont détruites. Au Japon, ils seront relogés très rapidement. Alors pourquoi de telles différences? Eh bien, principalement, ici, on vous l'explique par l'indice de développement humain, un indice qui mesure le développement humain qui se mesure de 0 à 1. Plus on est proche de 1, plus notre développement humain est élevé. Il se mesure à l'aide de l'espérance de vie, du PIB et du taux d'alphabétisation. Eh bien, on voit que le Japon est 19e au rang mondial pour l'indice de développement humain, alors que l'Indonésie est 116e. Donc, finalement, si le Japon a connu moins de victimes que l'Indonésie, alors que pourtant Sapporo, l'endroit qui a été touché, était plus peuplé que l'endroit qui a été touché en Indonésie, 2,6 millions contre 350 000, c'est tout simplement parce que le Japon est un pays beaucoup plus développé que l'Indonésie, donc il a pu anticiper et mieux se relever face à ce séisme, face à cet événement qui était similaire. Donc vous voyez, il y a vraiment une différence
concernant la vulnérabilité selon son niveau de développement et de richesse.